Bonjour à tous. Donc, l'objectif de ce premier exposé, c'est un petit peu effectivement de poser le décor et de repositionner un peu les questionnements qu'on peut avoir. Donc, juste simplement en introduction, donc j'ai repris en le faisant deux photos. Donc, vous avez à gauche ce qui a été un événement déclencheur quand même à un moment donné, c'est la canicule de 2003. Et puis à côté, de l'autre côté, c'est ce qu'on a vécu cette année, 2020. La même chose, les mêmes causes, les mêmes effets, 17 ans de différence. Et une question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait entre-temps ? Comment on s'est adapté ? Comment on a pris conscience de ce genre de choses ? Qu'est-ce qui a évolué ? Et c'est ce qui va animer un petit peu nos débats aujourd'hui. Donc la première question que l'on a, c'est qu'on parle beaucoup d'aléas. Donc lorsqu'on parle d'aléas, si on reprend un petit peu les définitions et qu'est-ce qu'un aléa ? Un aléa, c'est un événement incertain. C'est-à-dire qui est susceptible de doute et qui ne peut pas être prévu. Donc par rapport à ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable de s'adapter à quelque chose qu'on ne peut pas prévoir ? Donc ça amène à un questionnement et à dire comment est-ce qu'on repose les problèmes, comment on se les approprie et à quel type d'incertitude on a à faire face. Donc deux grands types d'incertitudes qui touchent les milieux agricoles et l'élevage en particulier. Des types qui vont être liés à des aléas qui vont être de type climatique, qu'on commence à arriver à décrire. Ce sont les rapports du GIEC, c'est les connaissances. On améliore nos prédictions par de la modélisation essentiellement, par le fait d'avoir accumulé des données, d'avoir des références. Et donc, ces types d'aléas climatiques, ils sont de type soit une sécheresse, un manque d'eau, une sécheresse qui va être décalée à des périodes où normalement on a de l'eau pour faire pousser de l'herbe, c'est-à-dire la sécheresse de printemps. On parle beaucoup des sécheresses d'été parce qu'on le voit, mais au printemps, ça peut jouer aussi sur le fait de faire les stocks et donc bouleverser les systèmes. Et puis, ce sont des canicules, c'est-à-dire de la température. On va mettre nos animaux dans des conditions qui vont être extrêmement éprouvantes et on verra pourquoi des systèmes comme l'implantation, par exemple, de haies ou autres vont pouvoir jouer dans ces adaptations. Et puis, il y a aussi des éléments qui vont être dégelés, tardifs, non prévisibles, qui risquent de détruire la pousse de l'herbe au début. Et puis, il y a des aléas biologiques dans lesquels on peut rajouter aussi des aléas sanitaires qui vont être dus à l'intrusion d'un système de nature biologique qui va perturber profondément. Et donc, très souvent, on parle sur les pullulations de rats aux pieds. Et une des questions que l'on aura, c'est est-ce que dans ce cas-là, est-ce que c'est un aléa ou est-ce que c'est une dérégulation du système ? C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à quelque chose qui est venu de l'extérieur ou simplement c'est une dérégulation interne ? Et là aussi, il y aura des éléments de réponse de l'exposé qui vous sera présenté. Donc ce que l'on peut dire, c'est que simplement à quoi on va avoir à faire face, ça va être un événement qui vient de l'extérieur, qu'on ne contrôle pas et qui va grandement perturber le système. Donc par rapport à ça, c'est l'aléa que vous avez ici présenté donc en jaune, c'est qu'une seule des composantes que l'on a regardées. Parce qu'il y a un autre élément qui va être de dire, et l'intervention précédente l'a montré, c'est que tout le monde ne va pas le subir de la même façon. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être exposé à cet aléa de la même manière. Donc cette exposition, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre d'éléments de ce système qui va être susceptible de percevoir les dommages de cet événement extérieur. Et puis la troisième composante qu'on a à prendre en compte, c'est ce qu'on va appeler la vulnérabilité. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas le subir de la même manière, avec la même gravité. Donc on va appeler dans cette vulnérabilité, c'est la prédisposition que va avoir un système à être fragile et à avoir la capacité ou l'incapacité de faire face à cette perturbation et aussi à s'adapter. Et c'est l'ensemble de ces trois composantes qui vont constituer le risque, c'est-à-dire c'est une interaction entre tous ces systèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est dans les rapports du GIEC depuis déjà plusieurs décennies. Et également, ce qui est mis, c'est le schéma que vous avez en haut, c'est que non seulement il va falloir considérer ce système climatique, qui va être l'événement qui va venir et qui va amener ces événements perturbateurs, mais vous voyez aussi qu'il y a sur la droite tout ce qui va être les processus socio-économiques, c'est-à-dire l'ensemble des activités de la société. Ça va être les marchés, ça va être les régulations, ça va être les structures qu'il y a, ça va être les animations qui vont aussi jouer par rapport à ça. Donc on est dans un système qui est extrêmement complexe et ça c'est ce qui nous implique de regarder les choses de façon un petit peu globale. Et le risque, par contre, l'avantage que ça présente, c'est que ça, on le connaît et on sait un petit peu modéliser ces choses-là, simplement en considérant deux choses.
La première qui va être la probabilité que ce risque arrive, c'est ce qu'on va appeler l'occurrence, c'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer si on a une chance sur 10, une chance sur 100, une chance sur 1000 que ce risque arrive. Et la deuxième chose, c'est d'essayer d'évaluer les conséquences de ce risque-là, c'est-à-dire la gravité. Et donc là, on va pouvoir adapter ou mettre en place des stratégies qui vont permettre de se dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre tout un tas de batteries si on a une chance sur 1 million que les choses arrivent, la probabilité est très faible. Et de la même manière, qu'est-ce qu'on va faire si on sait qu'on va avoir un risque qui va arriver tous les ans, mais par contre dont la gravité va être relativement légère. Et donc par rapport à ça, on va rentrer dans des aspects qui vont être des stratégies, et c'est-à-dire c'est toutes les stratégies d'adaptation, c'est ce qui va permettre de réduire à la fois l'exposition et à la fois la vulnérabilité de ce système-là. Et donc ces stratégies qu'on appelle l'adaptation, l'objectif, ça va être de limiter justement la vulnérabilité de ces systèmes, et beaucoup de ces stratégies passent par des anticipations, c'est-à-dire on va préparer, on va renforcer le système pour qu'il soit moins susceptible de recevoir ces aléas. Donc pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que lorsqu'on s'intéresse au risque climatique, on va avoir 3 grandes tendances. Donc la première chose, c'est le tendanciel, c'est ce que vous avez en rouge, la courbe en rouge. Ça, c'est ce que l'on a, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il va falloir faire si on ne veut pas avoir une augmentation de température supérieure à 2 degrés d'ici 30-50 ans. Ça, c'est une tendance, c'est du long terme, donc c'est ce qu'on se prépare à l'avenir et on essaye justement de sensibiliser pour pouvoir anticiper. Par contre, ce que l'on va vivre au quotidien, c'est la courbe qui est la courbe en noir, où vous voyez que même si on suit une tendance, il y a des variabilités importantes. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, c'est pas parce qu'on a eu une sécheresse une année qu'on l'aura à la même période l'année d'après, c'est pas parce qu'on a eu une canicule une année qu'on aura une canicule l'année d'après. On peut avoir 2 hivers extrêmement doux et puis un hiver avec moins 17. C'est des choses qui sont liées à la variabilité climatique. Et ça, c'est un deuxième niveau sur lequel les systèmes vont devoir s'adapter, parce qu'ici, on va avoir une incertitude qui va être liée, et ça va être extrêmement éprouvant pour les systèmes. Donc ça, vous l'avez tous vécu, en tant que... c'est lorsque vous avez une perte de 15 degrés d'une semaine à l'autre, on ressent une fatigue au bout d'un moment. Si ça se cumule de semaine en semaine et on fait le yo-yo, au bout d'un moment, notre système n'a plus la capacité à la fois de résister au chaud, à la fois de résister au froid, etc. Sur les systèmes agricoles et les systèmes d'élevage, ça sera la même chose, c'est-à-dire que par rapport aux plantes, on leur demande d'être capables de résister à une période de froid, ensuite une canicule, les animaux font la même chose. Donc là, on va plutôt essayer de regarder quelle est la variabilité sur ce système qu'il faut mettre. Et puis on a la troisième composante, qui sont les ronds rouges, qui sont les événements extrêmes, c'est-à-dire qu'on sort de phénomènes à un moment donné où le système a cette capacité justement à tempérer ce yo-yo, et dans ces cas-là, ça va provoquer des risques de cassure ou de rupture. Donc lorsqu'on va parler de stratégie et d'adaptation, il va falloir à la fois essayer d'éviter ces phénomènes-là, de les esquiver, mais aussi de les tolérer et aussi de résister. Donc des phénomènes complexes, c'est toute une batterie, pas une solution, mais plutôt une batterie de solutions. Donc ça, on a essayé de commencer à le raisonner, et en se disant que de toute manière, les effets que l'on va ressentir, on a ces effets-là à l'échelle du territoire. Donc il faut bien prendre en compte la variabilité que l'on va à la fois spatiale et à la fois temporelle, et donc s'adapter, ça va être l'ensemble des ajustements qu'on va essayer de mettre en place pour limiter, atténuer ou éviter les conséquences négatives. Mais dans le cas du changement climatique et en moyenne montagne, ça va être aussi d'essayer d'exploiter les effets bénéfiques. Si on a un réchauffement, on va lever un certain nombre de contraintes thermiques et avoir des saisons de croissance qui vont être plus longues. Et c'est ce qui était aussi dit par l'interlocuteur précédent, c'est-à-dire exploiter l'herbe plutôt au printemps ou l'exploiter en automne et essayer de faire en sorte que les stocks ne passent pas que la période hivernale, mais puissent aussi y passer le creux estival. Donc essayer de planifier ces choses-là. C'est lorsqu'on va subir des dommages au niveau d'un système, la première chose, c'est lorsqu'on va faire de l'atténuation, lorsqu'on va essayer de s'adapter pour réduire ces impacts-là, on va essayer de réduire l'influence qu'on va avoir et les effets négatifs. Le deuxième niveau, c'est si à l'échelle du territoire, il y a des stratégies qui sont mises, des plans d'accompagnement, des adaptations qui vont être faites à différents niveaux, aussi on va réduire la sensibilité de ce territoire, c'est-à-dire qu'on va lui donner des éléments pour qu'il soit en meilleure santé et qu'il résiste mieux. Donc ça va être le deuxième carré, c'est qu'on va essayer de réduire les impacts potentiels par l'atténuation, c'est-à-dire en anticipant et en adaptant nos systèmes. Et puis le troisième élément, c'est de se dire, lorsqu'on a fait tout ça,
on va avoir des événements qui vont arriver et ça va encore jouer et on sait qu'on va avoir des impacts. Et donc ce que l'on va faire par l'adaptation, c'est qu'on va essayer de réduire ce que l'on appelle les impacts résiduels, c'est-à-dire de faire en sorte des conséquences que l'on aura, même en faisant tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'on pensait faire, on va encore subir des impacts et on cherche à minimiser ça et donc à réduire la vulnérabilité. Donc la question, ça ne va pas être juste de dire est-ce que techniquement on est capable de s'adapter, ça ne va pas être de chercher l'espèce modèle qui va résoudre tous les problèmes, ça ne va pas être de dire on va faire de l'irrigation ou on va faire des barrages pour pouvoir avoir de l'eau, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on est capable de faire nous au niveau de notre territoire, est-ce qu'on a les compétences nécessaires, est-ce qu'on a le matériel, est-ce qu'on a la stratégie, est-ce qu'on a la réactivité. Et donc tout ça, ce sont ces éléments-là. Et pour faire ça, ça veut dire qu'il va falloir avoir un certain nombre de choses qui vont arriver non seulement au niveau du plan biotechnique, entre l'exploitation d'élevage jusqu'au rendement agricole, mais aussi agir à d'autres niveaux sur l'adaptation des marchés, c'est-à-dire permettre de vendre ces produits-là au prix qui coûtent réellement et permettre justement à ces éleveurs de continuer à vivre sur ces territoires-là. Donc ça, c'est ce que l'on va chercher, c'est cette notion de résilience, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un pilotage global qui va permettre au système non seulement d'encaisser les chocs, mais de se régénérer, de recréer après ce choc-là. Donc ça, c'est cette capacité de résilience dont on parlera, et vous les verrez dans plusieurs exposés. C'est une capacité non seulement à réagir, mais c'est une capacité à se réorganiser et à conserver les fonctions essentielles du système. Et ces facultés d'adaptation, à l'heure actuelle en France, donc elles sont gérées, disons qu'elles sont résumées dans ce que l'on appelle la gestion des risques en agriculture. Donc c'est un document qui a été produit en mars 2017 et qui définit non seulement une stratégie globale à l'échelle nationale, c'est toutes les politiques qu'on peut mettre en place, mais également qui reconnaît la responsabilité à différents niveaux, c'est-à-dire tout le monde doit prendre sa part. Il ne faut pas attendre que la solution vienne de l'extérieur, il faut aussi qu'on ait une certaine responsabilité.